Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une idée à la fois simple et, disons-le, assez radicale, tirée de la leçon 8, Mon esprit est préoccupé de pensées passées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, pour notre façon de voir le monde? En fait, cette leçon nous pousse à nous poser une question vraiment fondamentale. Est-ce qu'on arrive ne serait-ce qu'une seule fois à voir le moment présent? Ou est-ce que notre vision est constamment filtrée, déformée par autre chose? C'est vraiment le point de départ de notre exploration. Pour répondre à ça, eh bien, la leçon n'y va pas par quatre chemins. Elle nous balance une idée qui peut sembler un peu bizarre, voire choquante au premier abord, l'idée qu'on est constamment en train de projeter quelque chose depuis notre esprit. Voilà, l'affirmation centrale, elle est percutante. Ce qu'on prend pour la réalité, le monde extérieur, ce ne serait en fait qu'une projection de nos propres pensées. Autrement dit, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on voit le contenu de notre propre esprit, comme projeté sur un écran. Mais alors, comment c'est possible? Si on projette nos pensées, d'où est-ce qu'elles viennent? La leçon nous guide vers une réponse assez claire, c'est l'emprise quasi constante du passé sur notre conscience. Le concept clé ici, ce sont les pensées passées. C'est quoi? En gros, c'est toutes les pensées qui concernent ce qui n'est pas ici, maintenant. Et c'est cette habitude de l'esprit qui serait la source même de notre vision erronée du temps. Parce que penser au passé, c'est s'accrocher à des illusions. Finalement, la seule réalité du passé, c'est qu'il n'est plus là. Et là, on tombe sur un paradoxe assez fondamental. L'esprit a beaucoup de mal à saisir le présent, alors que c'est le seul temps qui est réel. À la place, il se focalise sur le passé et le futur, que la leçon appelle des illusions. Et la conséquence de ça, elle est radicale. Un esprit qui ne peut pas comprendre le temps ne peut en fait rien comprendre du tout. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique de vivre dans cet état mental? Le texte suggère que cette obsession du passé a un coût, et un coût assez élevé. Elle nous bloque l'accès à la vérité. Le résultat est saisissant. Quand l'esprit est complètement absorbé par le passé ou le futur, il est en substance vide. Il ne pense à rien de réel. Il est juste encombré par ce que le texte appelle des idées sans pensée. C'est un esprit qui a l'air occupé, mais qui au fond est vacant. Et cet état de vide mental, il a des conséquences en chaîne. Non seulement la vérité se retrouve bloquée, mais les idées réelles, celles qui ont du sens, ne peuvent même pas atteindre l'esprit. Et surtout, le chemin vers ce que la leçon appelle la vision, c'est-à-dire une perception claire, authentique et complètement bouchée. Bon, la question c'est comment on sort de là? Heureusement, la leçon ne se contente pas de poser un diagnostic. Elle nous donne un outil, un exercice très pratique pour commencer à entraîner notre esprit à voir les choses différemment. Et le point de départ de cet entraînement, le voici. L'objectif, c'est d'apprendre à repérer les moments où l'esprit n'est pas en train de penser pour de vrai. C'est en reconnaissant que cet esprit est simplement vide, plutôt qu'en se disant qu'il est rempli de pensées super importantes, que le chemin vers la vision peut enfin s'ouvrir. Allez, voyons concrètement comment se déroule cet exercice. C'est une pratique d'examen de l'esprit, pensée pour être vraiment simple et faisable à n'importe quel moment de la journée. Alors, voilà comment ça se passe. On commence par fermer les yeux. Ensuite, pendant environ 1 minute, on observe les pensées qui défilent, mais sans s'y accrocher, de manière un peu détachée. L'étape d'après, c'est de nommer chaque pensée, comme un observateur neutre. Et pour finir, on conclut avec la phrase clé de la leçon. C'est tout simple, et l'idée, c'est de le faire plusieurs fois par jour. Chaque session commence avec cette petite phrase toute simple. En disant « il semble que je pense à », on met tout de suite une petite distance. Ça permet d'observer la pensée sans s'identifier complètement à elle. C'est assez malin. Pour que ce soit bien clair, on peut nommer une personne, un objet ou même une émotion. Le texte donne un exemple intéressant. Si l'exercice lui-même se met à nous irriter, on peut juste l'observer et le nommer « il semble que je pense à de l'irritation ». Et on arrive à l'étape finale, l'étape cruciale qui vient boucler chaque session. Après avoir observé les pensées passées, on conclut avec cette affirmation puissante. C'est une façon de sceller la pratique et de vraiment ancrer l'idée centrale de la leçon dans l'esprit. On termine donc là-dessus avec cette question qui laisse à réfléchir. Et si la vraie vision, ce n'était pas d'ajouter quelque chose à ce qu'on voit, mais plutôt de commencer par reconnaître ce qui n'est pas vraiment là? Et si la toute première étape vers la clarté, c'était d'admettre le vide, pour enfin laisser de la place à la vérité? C'est une pensée à méditer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un texte qui a littéralement le pouvoir de retourner complètement notre perception du quotidien. Bonjour. Et oui, c'est un texte assez massif qu'on a devant nous aujourd'hui.
Totalement. On va plonger dans un extrait précis d'une œuvre à la croisée de la psychologie et de la philosophie. Ça s'intitule Un cours en miracle. Et plus particulièrement, on va regarder la leçon 8. La fameuse leçon 8, ouais. La mission de cette exploration, c'est de décrypter un concept aussi fascinant que déstabilisant. Très déstabilisant même. L'idée centrale avancée ici, c'est que l'esprit humain serait en fait fondamentalement incapable de saisir l'instant présent. Et pourquoi ? Parce qu'il serait en permanence, et sans même qu'on s'en rende compte, totalement saturé par le passé. C'est exactement ça. Ok, décortiquons ça, parce qu'il est incroyablement contre-intuitif de s'entendre dire que toutes nos pensées de la journée, celles qui nous angoissent ou celles qui nous motivent, ne seraient au fond que de pures illusions. C'est une promesse de lecture très audacieuse. Elle nous propose ni plus ni moins de changer de regard sur le fonctionnement de notre propre cerveau. Et c'est un point de départ fantastique pour remettre en question nos certitudes. Absolument. Je suis ravie qu'on en discute. Ce qui est proposé dans cette leçon, c'est une déconstruction radicale de ce que l'on appelle la perception. Il ne s'agit pas du tout de faire de la psychologie de comptoir ou de donner quelques astuces de bien-être. Non, c'est clair qu'on va beaucoup plus loin ici. L'approche philosophique de cet extrait va jusqu'à interroger la validité même de ce que l'on croit voir et penser, et ça à chaque fraction de seconde. Le postulat, brut et direct, c'est que notre vision du monde est biaisée à la racine même de notre conscience. Ce fameux postulat, il est d'ailleurs lancé dès la toute première ligne du texte. Tout à fait. La phrase est courte, presque tranchante. Le texte dit, je cite, « Mon esprit est préoccupé de pensées passées ». Ça pose le décor tout de suite. Spontanément, en lisant ça, on pourrait se dire que c'est une évidence absolue. Évidemment qu'on repense au repas de la veille ou à une discussion compliquée qu'on a eue au bureau la semaine dernière. Ouais, on a tous ce genre de souvenirs qui tournent en boucle. Voilà. Mais en creusant un peu, on comprend vite que l'ambition du propos va bien au-delà de la simple nostalgie ou de la mémoire à court terme. Ah oui, l'extension que l'auteur donne à cette idée, elle est vertigineuse. L'argument soutenu ici affirme que cette obsession inconsciente pour le passé, c'est la raison exacte pour laquelle un être humain ne voit jamais rien d'autre que le passé. Jamais rien d'autre, c'est fort. Il y a une citation très forte dans le passage qui dit en substance que personne ne voit réellement quoi que ce soit. En fait, chacun ne fait qu'observer ses propres pensées projetées à l'extérieur. C'est un renversement complet du paradigme habituel, ça. Exactement. On a tous tendance à concevoir nos yeux comme des caméras ultra sophistiquées, tu vois ? Des objectifs neutres qui captent la réalité physique. C'est ça. On pense que nos yeux captent le monde pendant que le cerveau traite sagement ces données en temps réel. Mais cette philosophie suggère exactement l'inverse. L'esprit fonctionnerait plutôt comme un vieux projecteur de cinéma. Ah, j'aime beaucoup cette image du projecteur. Et le film qui est projeté sur l'écran du monde extérieur, sur les objets, sur les gens, c'est un film qui a déjà été tourné. Ce sont nos mémoires, nos conditionnements, nos traumatismes qui viennent se superposer sur la réalité. Attends, il faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde pour bien comprendre. Parce que le cerveau a naturellement envie de rejeter cette idée. C'est normal, c'est instinctif. Si je me brûle la main sur une plaque chauffante, là tout de suite, c'est pas le passé. Non, en effet. C'est une douleur physique immédiate, bien réelle, dans le présent absolu. Comment une philosophie de ce type peut-elle expliquer ou intégrer la réalité physique immédiate si tout n'est censé être qu'une projection du passé ? C'est l'objection classique et elle est parfaitement légitime. Mais la distinction subtile à faire ici, c'est la différence entre la sensation physique pure et le récit mental qui s'enclenche 1 milliseconde plus tard. Le fameux récit qu'on se raconte. Voilà. Le contact avec la plaque chauffante et le réflexe de retirer la main, ça c'est de la pure biologie, c'est l'instant présent. Mais la douleur psychologique, la pensée qui surgit immédiatement après, Du genre « Ah, je suis vraiment maladroite ?» ou bien ça me rappelle la fois où je me suis brûlé enfant, ou encore l'anticipation anxieuse du type « il va falloir aller aux urgences, ça va gâcher ma journée ». Tout ce récit, c'est le projecteur qui s'allume. L'événement physique a duré une fraction de seconde, mais l'esprit l'a déjà englouti. Totalement englouti sous des couches d'associations passées et de peurs futures. Et c'est de cette perception mentale dont parle le texte, celle qui colore et déforme tout ce que l'on vit. D'accord, je vois. L'image du projecteur prend tout son sens. Si je regarde une simple tasse de café sur une table, en fait, je vois pas les molécules de cette tasse à l'instant T. Non, tu vois pas l'objet brut. Je vois le concept de tasse que j'ai appris dans mon enfance, l'odeur du café associée à mes matins précédents, peut-être le souvenir d'avoir renversé une tasse similaire un jour. Exactement, c'est ça. Je regarde un millefeuille de souvenirs superposés sur un objet présent.
Et ça amène directement au problème du temps soulevé par l'extrait. Le problème du temps, oui, qui est central ici. Il y a cette idée que notre vue souffrirait d'une sorte de maladie liée à une fausse conception du temps. Le raisonnement temporel développé ici est implacable. Le présent est défini de manière exclusive comme le seul temps qui soit. Physiquement et philosophiquement, il n'y a rien d'autre. Le passé n'est plus et le futur n'est pas encore là. C'est ça. Le passé est une trace neuronale qui n'existe plus matériellement, et le futur, c'est une simple hypothèse qui n'est pas encore advenue. Le problème majeur pointé par cette leçon, c'est que l'esprit est continuellement coincé dans son mécanisme de remémoration et d'anticipation. Il glisse sur le présent. Il glisse sur le présent comme sur une surface verglacée, sans jamais pouvoir s'y accrocher. Il est littéralement incapable d'être synchronisé avec la seule réalité temporelle qui existe. Et la conclusion logique qui en découle est brutale quand on y pense. Très brutal. Puisque l'esprit ne parvient pas à saisir le présent, il ne comprend absolument pas ce qu'est le temps. Et s'il ne comprend pas le temps, il ne comprend au fond rien du tout à ce qui se passe. C'est un sacré coup porté à l'ego, ça. Ah oui, l'ego n'aime pas du tout entendre ça. Se dire que chaque fois qu'on est absolument certain de bien cerner une situation professionnelle complexe ou de comprendre les motivations d'un proche ou même de juger un événement d'actualité, On le fait avec un outil défectueux. c'est ça. On le fait avec notre propre cerveau qui est techniquement aveugle à la réalité de l'instant. C'est un vertige cognitif. Un vrai vertige, oui. Et c'est précisément là qu'on plonge dans ce que je trouve être la partie la plus folle de cette théorie. Le fameux paradoxe de l'esprit vide. L'esprit vide, oui, ça s'attaque frontalement à ce que l'on appelle le processus de la pensée. Tout à fait. Il y a une règle logique posée par le texte qui demande un peu de gymnastique mentale au début. L'argumentation avance que la seule pensée qui soit entièrement vraie et factuelle au sujet du passé, c'est de reconnaître qu'il n'est plus là. S'il n'est pas là, il n'a aucune réalité. Exact. À partir de ce constat, s'il n'est pas là, il n'a aucune réalité substantielle dans le moment que nous vivons actuellement. Par déduction logique, penser au passé, c'est inévitablement penser à quelque chose qui n'existe pas. C'est penser à une illusion. Et la conclusion qui en est tirée, c'est que lorsque l'on pense au passé ou qu'on anticipe le futur, notre esprit est vide. Littéralement vide. Je sais que ça paraît complètement absurde. C'est le mot. Ça choque souvent à la première lecture. Parce que quand l'esprit rumine ou s'inquiète, on a plutôt l'impression d'avoir la tête qui va exploser, tu vois. D'être en surchauffe totale. Voilà, avec des milliers de pensées qui s'entrechoquent. Comment est-ce qu'on peut considérer que cet état d'ébullition mentale correspond à un esprit vide? C'est une super question. En fait, pensons-y comme un ordinateur qui serait en train de faire tourner une simulation extrêmement lourde. Le processeur tourne à 100%, les ventilateurs font un bruit monstre, la machine surchauffe. Ça brasse beaucoup d'air. Vu de l'extérieur, il y a une activité intense. Mais si cet ordinateur n'est connecté à aucun réseau extérieur, s'il ne fait que brasser des données virtuelles en circuit fermé, sans aucun lien avec le monde réel qui l'entoure, Sa production concrète est nulle. sa production est nulle. Et l'esprit humain fonctionne exactement de la même manière dans l'anxiété ou la rumination. Le terme spécifique utilisé dans la leçon pour décrire cela est très parlant. On parle d'idées sans pensée. Idée sans pensée. C'est vrai que l'expression est accrocheuse, mais ça reste encore un peu abstrait. Qu'est-ce que ça donne concrètement dans la vie de tous les jours? Imaginons une situation très courante. On est confortablement installé dans son canapé le dimanche soir. Il n'y a aucun danger physique dans la pièce, tout est calme. Le fameux coup de blues du dimanche soir. C'est ça. Et pourtant, le cœur se met à battre la chamade, la respiration s'accélère, les muscles se tendent. Pourquoi? Parce qu'on pense à lundi matin. Exactement. Parce que l'esprit est en train d'imaginer un email très conflictuel qu'il faudra envoyer le lendemain ou une réunion tendue avec un supérieur. Le corps réagit biologiquement à un fantôme absolu. L'idée de la réunion est bien présente dans la tête, elle génère des images et de l'anxiété. Mais il n'y a aucune pensée ancrée dans la réalité factuelle du canapé et du dimanche soir. On réagit littéralement à du vide, à un espace qui n'existe que virtuellement. Et ces idées sans pensée agissent comme un épais écran de fumée. Un écran de fumée qui bloque complètement l'accès à la vérité du moment présent. C'est tellement vrai. Ça me fait penser à ces moments où on a tous passé 20 minutes sous la douche à refaire une conversation de la veille. Ah oui, le classique argument de la douche. En trouvant enfin la répartie parfaite, celle qui cloue le bec à l'interlocuteur. Et on sort de la douche avec le sentiment du devoir accompli.
Presque fier de soi. Presque fier alors qu'on vient de dépenser une énergie folle à gagner un débat contre un adversaire imaginaire qui n'était pas dans la salle de bain. C'est l'illustration parfaite du cerveau qui mouline dans le vide. Cet exemple de la douche est excellent car il montre à quel point on est attaché à ses illusions. Et c'est intéressant parce que dans le langage courant ou même dans certaines approches de la méditation, on considère qu'avoir l'esprit vide, c'est le but ultime. L'état de zénitude absolue. L'état qu'on tend d'atteindre en faisant taire le brouhaha intérieur. Mais la sémantique de l'extrait qu'on étudie prend ce concept complètement à contre-pied. Oui, ici, le vide désigne la stupidité de notre fonctionnement par défaut. Notre esprit grasse du vent en étant persuadé de manipuler de la réalité dure. Et la première grande étape vers une forme d'éveil, selon la méthode proposée, ce n'est surtout pas de se concentrer très fort pour découvrir les mystères de l'univers. Pas du tout. C'est une démarche d'humilité. Il s'agit simplement de reconnaître que cet écran mental est vide. Plutôt que de s'accrocher obstinément à l'illusion qu'elles ont une quelconque importance. C'est la base du travail. Et cette prise de conscience, c'est ce qui est censé ouvrir la voie à un autre concept clé mentionné dans le texte, celui de la vision. Ce mot revient souvent et il semble central. La vision, dans le vocabulaire spécifique de cette démarche, s'oppose à la vue physique. On l'a dit tout à l'heure, la vue des yeux corporels est considérée comme déjà corrompue, déjà parasitée par les archives du passé. Donc la vision, c'est quoi exactement ? La vision désigne plutôt une perception d'une clarté absolue, un regard direct et sans aucun filtre sur l'instant présent. Mais on ne peut pas forcer cette vision ? L'astuce, c'est qu'il est impossible de forcer cette vision par la simple volonté. On ne peut pas juste décider d'y voir clair soudainement. La seule chose qui soit en notre pouvoir, c'est de déblayer le terrain en retirant les obstacles. Et le tout premier obstacle qui bouche la vue, c'est notre arrogance intellectuelle. Cette croyance profondément enracinée que l'histoire que l'on se raconte dans la tête a plus de valeur que ce qui se passe concrètement autour de nous. C'est passionnant sur le plan théorique de savoir que notre cerveau nous joue des tours. Mais bon, si on est biologiquement et psychologiquement câblé pour projeter sans cesse le passé, comment est-on censé sortir de cette boucle sans devenir fou ? C'est la grande question pratique. Est-ce qu'il existe une porte de sortie concrète ou est-ce qu'on doit juste accepter notre sort d'observateur de fantômes ? Rassure-toi, l'aspect théorique s'accompagne toujours d'une mise en pratique rigoureuse. C'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle la leçon 8. Elle ne se contente pas de faire un constat accablant. Non, elle fournit un vrai mode d'emploi, un exercice d'entraînement mental très spécifique pour commencer à déjouer les pièges de l'esprit. Et chaque instruction a une fonction précise. La toute première consigne, par exemple, stipule que l'exercice d'observation intérieure doit obligatoirement se faire les yeux fermés. Et la justification donnée pour cette fermeture des yeux, elle est assez poétique, puisque la théorie soutient que la vue, les yeux ouverts, n'est de toute façon qu'un grand mirage du passé. Autant couper purement et simplement ce flux visuel. En fermant les yeux, on élimine la distraction trompeuse des objets physiques extérieurs. Le texte suggère qu'il est beaucoup plus facile de réaliser la nature illusoire de nos pensées lorsqu'on observe l'écran noir derrière nos paupières. C'est très logique. Même en visualisant un souvenir ou une angoisse avec une intensité extrême, quand on a les yeux fermés, on est forcé de constater que, littéralement, on ne regarde rien de tangible. La fermeture des yeux isole le phénomène mental. Comme on isolerait une bactérie sous un microscope pour mieux l'étudier. Une fois les yeux fermés, la méthode recommande de scruter son propre esprit pendant environ 1 minute. Et le détail fondamental de la consigne, c'est qu'il faut effectuer ce balayage avec, je cite, « l'idée aussi peu d'investissement que possible ». Ce point est crucial. L'objectif n'est absolument pas de se lancer dans une autopsychanalyse sauvage. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi on pense à telle chose, ni classer les pensées entre bonnes et mauvaises. Ni noble ou honteuse. Rien de tout ça. Il s'agit d'adopter la posture d'un observateur parfaitement neutre qui regarde passer des nuages dans le ciel. C'est un peu comme faire l'inventaire d'un entrepôt abandonné. On note ce qui s'y trouve, on met une étiquette et on passe au carton suivant sans l'ouvrir. L'exercice donne d'ailleurs une formule linguistique très précise pour faire cet étiquetage. Une formulation qui est une vraie trouvaille. Il faut utiliser la structure « il semble que je pense à La nuance sémantique porte tout le poids de la méthode. ». C'est-à-dire, Eh bien, commencer par dire « je pense à », ça serait une erreur stratégique. Si on formule l'observation de cette manière, on valide immédiatement le contenu de la pensée. on lui donne le statut de fait réel et incontestable. Exactement. Le simple ajout de la formule « il semble que » agit comme un outil de désamorçage immédiat. C'est l'introduction d'un doute systématique. Le pratiquant crée instantanément une distance critique. Il signale à son propre cerveau
J'observe qu'une image ou une idée traverse mon esprit, mais je refuse de lui accorder le crédit de la réalité. C'est ça. Le texte donne des exemples de la marche à suivre pour s'assurer que l'application soit la plus terre-à-terre possible. On se pose tranquillement, et on déroule intérieurement le fil. Il semble que je pense à ma mère. Il semble que je pense à la réunion de demain. Il semble que je pense à la fatigue que je ressens. On passe d'un sujet à l'autre, d'une émotion à l'autre. D'une personne à l'autre. Pendant 1 minute, on étiquette le vide au fur et à mesure qu'il se présente. Et pour refermer cette minute d'observation clinique, il y a une phrase de conclusion à prononcer mentalement pour sceller l'exercice. La fameuse phrase finale. Après avoir listé tout ce fatras mental, on se dit 1. Mais mon esprit est préoccupé de pensées passées. C'est redoutable. C'est le coup de grâce porté au sérieux de l'ego. On regarde toutes ces choses qui nous paraissaient d'une importance capitale quelques secondes plus tôt et on balaye tout d'un grand revers de main philosophique en déclarant leur obsolescence absolue. Cette phrase de clôture joue le rôle d'un rappel à l'ordre, un recadrage brutal sur le postulat fondamental de la leçon. Le but de cette répétition minutée, c'est de forger une nouvelle habitude. De créer de nouveaux sillons neuronaux. À force de pratiquer cette dissection systématique, le cerveau apprend progressivement à ne plus prendre son propre contenu au sérieux. C'est un désapprentissage de l'angoisse par la logique pure. Ce qui amène quand même une question pratique inévitable. Si on commence à s'observer penser et à détruire chaque pensée en la qualifiant de fausse et de passée, on va vite se heurter à un mur. Lequel ? L'ego humain déteste avoir tort. Et il déteste par-dessus tout qu'on lui dise que ses drames personnels n'ont pas de consistance. Faire cet exercice, ça peut rendre profondément agacé. Est-ce que le processus prévoit cette levée de bouclier interne ? Oui, le pragmatisme de la source à ce sujet est remarquable. Le manuel d'instruction suggère d'effectuer cette période d'observation 4 à 5 fois dans la journée, pour que la nouvelle habitude s'installe. Mais l'auteur anticipe parfaitement la rébellion interne qui va s'opérer. Il y a une clause d'exception. Si l'exercice devient éprouvant ou déclenche une irritation trop forte, il est conseillé de lever le pied et de réduire la fréquence à 3 ou 4 fois, voire moins. Il y a une véritable sagesse pédagogique derrière cette souplesse. Essayer de briser l'ego par la force ou la contrainte ne fait que le renforcer. Il s'agit d'infiltrer l'idée avec douceur, sans déclencher les alarmes de défense psychologique. La souplesse est là, mais il y a aussi un retournement tactique que je trouve brillantissime. Si l'irritation monte, si on sent qu'on déteste faire cet exercice ou qu'on ressent de la colère envers le concept même qui affirme qu'on ne pense à rien, La méthode ne recommande pas de s'arrêter pour prendre une grande respiration. ni d'essayer de se calmer en pensant à des choses positives. Non, elle propose d'engloutir l'obstacle. C'est ce qu'on pourrait appeler un véritable aïkido psychologique. L'énergie de la résistance est utilisée pour nourrir la pratique elle-même. Si la colère, la frustration ou l'agacement surgissent, ce n'est pas considéré comme un échec de la concentration. L'émotion devient instantanément une nouvelle matière première à passer au crible de l'exercice. On applique aveuglément la même formule de désamorçage. Il semble que je pense à mon agacement envers cette méthode. C'est d'une efficacité redoutable. La rébellion émotionnelle est neutralisée de la même façon qu'un simple souvenir de vacances. Et pourquoi ça marche aussi bien ? Parce que l'agacement lui-même ne surgit que par rapport à des attentes passées sur la façon dont on devrait se sentir ou sur la façon dont les choses devraient se dérouler. L'irritation est elle aussi catégorisée comme une idée sans pensée, rattachée au passé. Le système est rendu totalement étanche. Quoi que le cerveau invente pour se protéger, se justifier ou fuir la pratique, l'outil l'intègre et le dissout. C'est une boucle parfaite. Parfaitement hermétique. Mais du coup, prenons un peu de hauteur. Pourquoi s'infliger une discipline mentale aussi stricte qui remet en question la validité même de notre vie intérieure ? Quel est le bénéfice tangible au bout du compte ? L'utilité de cette grille de lecture apparaît de façon flagrante quand on regarde l'état psychologique de notre société contemporaine. L'environnement actuel surstimule notre capacité à ruminer et à anticiper le pire. L'attention est constamment bombardée par des informations, des notifications, des incertitudes économiques ou sociales. Et des futurs anxiogènes dans l'espace de notre présent. S'approprier la mécanique décrite dans cette leçon offre un levier de détachement d'une puissance inestimable. Comprendre viscéralement que tout ce vacarme mental n'est au fond qu'une immense illusion dénuée de substance, cela procure un apaisement immédiat. C'est un chemin qui permet d'arrêter de mener des guerres d'usure contre des fantômes intérieurs. C'est une excellente façon de résumer l'enjeu. On nettoie peu à peu le grand pare-brise de notre conscience, un pare-brise qui, au fil des années, a été totalement recouvert par la boue de nos projections, de nos rancœurs, de nos souvenirs et de nos peurs. L'exercice ne vise pas à transformer l'humain en un robot insensible ou indifférent au monde. Il vise la libération,
pour cesser d'être l'otage perpétuel de scénarios qui n'ont aucune réalité dans l'instant où nous respirons. Le soulagement vient du fait qu'on réalise qu'il n'y a en fin de compte aucun véritable ennemi dans le présent. Il n'y a que les échos d'un passé qui n'est plus là. C'est une transformation radicale du regard qu'on porte sur la source de nos propres souffrances. Ce changement de perspective est vertigineux et il donne envie de pousser la logique jusqu'au bout, ce qui amène une ultime réflexion, une question qui n'est pas directement résolue par le texte d'aujourd'hui, mais qui prolonge l'exploration. Quelle est cette question, Evelyne? Eh bien, si chaque pensée identifiable, chaque émotion familière que l'on parvient à étiqueter n'est qu'une illusion résiduelle, et si atteindre ce fameux état de vide mental, ce grand silence intérieur, est la condition stricte pour accéder à la vraie vision de la réalité. Oui. À quoi ressemble véritablement cette vision une fois le rideau tombé? Quand le pare-brise est enfin impeccablement propre, dépouillé de toute projection humaine, de toute narration, qu'est-ce qui reste à observer? C'est le grand mystère. Est-ce qu'on se retrouve plongé dans un vide absolu, une neutralité froide et silencieuse, ou bien est-ce le point de départ d'une toute nouvelle forme d'intelligence et d'interaction avec la vie qui s'éveille en nous? C'est une perspective fascinante. C'est une question vertigineuse à garder en tête lors d'une prochaine tentative d'observation intérieure. Merci pour l'écoute, merci d'avoir partagé cette plongée radicale dans les méandres de l'esprit, et à très bientôt pour une nouvelle analyse. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.